Au Québec, il y a des jeunes qui font d'exercice 40 heures par semaine. Ils s'entraînent pour devenir les meilleurs. Pour se rendre aux Olympiques, ils sont prêts à tout sacrifier, à devenir malades, à vieillir prématurément. Ils passent 10 ou 15 années de leur vie à souffrir et à subir un stress incroyable. Et très souvent, ils sont déçus, parce qu'alors qu'ils y étaient presque, ils découvrent qu'il y en a des meilleurs qu'eux. Ils doivent alors se réorienter, cesser d'être des athlètes pour redevenir des individus. Certains s'en sortent, mais d'autres ne s'en remettent jamais. Nous avons rencontré des athlètes et nous avons découvert que derrière le rêve olympique, il y a le cauchemar olympique. Moi, mon but, c'est de faire les Olympiques. Moi, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Moi, je m'entraîne en vue de me tailler un poste sur l'équipe canadienne de bobsleigh. Et moi, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre, que je me suis dit, un jour, je vais faire comme eux autres, je vais participer aux Olympiques. À ce moment-là, j'avais juste 10 ans. Jeux olympiques de Montréal, été 1976. Sylvain Lake a 10 ans. Comme tous les jeunes sportifs de son âge, il a un rêve olympique. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme, pour moi, c'était presque évident que, si je m'entraînais, j'allais aller aux Olympiques un jour. Il allait m'envoyer aux Olympiques. J'ai réalisé que c'était pas comme ça que ça se passait du tout. Devenir un athlète de niveau olympique, c'est tout un contrat. C'est des milliers d'heures d'entraînement, des centaines de concessions. C'est devenir le meilleur de la province et du pays. C'est aussi devenir un des 16 meilleurs au monde dans sa discipline. C'est ça, aux Olympiques, c'est être un surhomme ou une surfemme. C'est des monstres qui sont aux Olympiques. En tout cas, dans des épreuves comme l'athlétisme. Les athlètes sont absolument... font peur. Sylvain est un coureur de 400 mètres sélectionné en 1986 par l'équipe canadienne d'athlétisme. Au cours de sa carrière, il a accumulé des centaines de médailles, des douzaines de records. On le voit ici aux Jeux du Canada en 1985. Il pourrait remporter, il lève le bras déjà en signe de victoire. Sylvain Lake. Sylvain Lake rêvait de Séoul, mais comme pour des milliers d'athlètes, son rêve ne s'est pas réalisé. Pour témoigner de son expérience, Sylvain a écrit un livre, Le cauchemar olympique, ou l'envers de la médaille. Je trouvais que nos commentateurs sportifs parlaient toujours du rêve olympique. On nous montrait toujours des beaux athlètes, les deux bras dans les airs, qui venaient de gagner la médaille d'or aux Olympiques. Quand il y avait des films qui étaient faits, c'était toujours la même chose. Alors moi, je voulais donner un autre son de cloche puis dire que pour un athlète qui gagnait une médaille d'or aux Olympiques, il y en avait 250 000 qui n'allaient jamais y arriver. Le cauchemar olympique, ce n'est pas seulement la déception de ne pas participer. Le cauchemar olympique, c'est aussi la pression, le stress, le dopage, les blessures, la discrimination, le manque d'argent, les entraîneurs incompétents. C'est de laisser de côté famille, études, vie sociale. Le cauchemar olympique, c'est la victoire à tout prix. L'important, c'est de gagner. L'important, c'est pas de participer du tout. Ça c'est de la bullshit. Parce que si on gagne pas, l'important, c'est de gagner. Si on gagne pas, on participe pas. Il faut gagner le championnat québécois pour avoir le droit d'aller au championnat canadien, puis il faut gagner le championnat canadien pour aller aux Olympiques. Puis aux Olympiques, si on se contente de participer, on est des pourris, on est des pas bons. Il faut gagner, il faut toujours gagner. L'important, c'est de gagner. Pour gagner, pour être les meilleurs, certains athlètes vont jusqu'à se doper. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de Ben Johnson. Jean-Marc Demers a 20 ans. À l'âge de 16 ans, lorsqu'il est lanceur de disques, il décide de prendre des stéroïdes. Pour lui, c'est la seule façon d'atteindre ses objectifs. À moins de certaines exceptions génétiques que j'ai jamais été, je crois que si tu veux être le meilleur au monde, oui. Oui, faut que tu prennes des stéroïdes. Après 1 an et demi passé à se gonfler les muscles aux stéroïdes, Jean-Marc décide d'arrêter. Il ne veut plus tricher. Il cesse de se doper, mais il est conscient que ses chances d'être le meilleur ont diminué. C'est évident que sans stéroïdes, les grands objectifs que je m'étais fixés au début, quand j'ai commencé à prendre des stéroïdes, je peux plus y tenir aussi loin. Parce que c'est évident que j'aurai pas la même énergie à l'entraînement. Puis que les autres participants qui vont être comme moi, eux, vont être ces stéroïdes, en majorité. Je dis pas toutes, mais en majorité.
Pour Jean-Marc, le dopage chez les athlètes, c'est le sport à l'envers. C'est se rendre malade pour être en forme. Sylvain Lake, lui, a dit non aux stéroïdes. Je veux pas dire j'ai pas fait les Olympiques parce que j'ai pas pris de stéroïdes. Parce que je ferais exactement l'inverse de ce que je veux produire. Moi, je veux dire aux jeunes, c'est possible de ne pas en prendre, puis on doit être fiers de nos performances si on n'en prend pas. Si je commence à dire, bien, si j'avais pris des stéroïdes, j'étais allé à Séoul, je passerais à côté de mon message. Ce que je dis, par exemple, c'est que la majorité des sprinteurs, et maintenant c'est connu, prennent des stéroïdes. Ça, c'est pas un mystère pour personne maintenant. Moi, j'ai décidé de ne pas en prendre et j'ai pas été compétitif au moment des sélections. Il faut en tirer nos conclusions, j'imagine. Le sport amateur est malade, mais le problème ne se limite pas aux stéroïdes. Il y a aussi les problèmes reliés à l'entraînement intensif et excessif. Je m'entraîne 6 fois par semaine. Je m'entraîne 6 jours sur 7, compris les matins de la semaine. Puis tous les soirs, après l'école, je m'en viens m'entraîner. Je m'entraîne 5 fois par semaine, 3 fois par semaine en course pour améliorer mes vitesses et puis 2 fois par semaine en poids et haltères pour renforcer. Participe Action recommande aux gens, pour être en forme, de faire 20 minutes d'exercice 3 fois par semaine. Nous, on en fait 40 heures. Il y a une limite. C'est un peu contre nature, ce qu'on demande. C'est certain qu'à un moment donné, t'as mal partout, t'as mal dans le dos, t'es tout le temps blessé. À chaque sport, son type de blessure. Alexandre a 17 ans, il s'entraîne en natation depuis 8 ans. Il a un gros problème avec ses épaules. Quand je nage, ça peut arriver que mes épaules disloquent naturellement, fait que je suis obligé de les remettre dedans. Malgré la douleur, Alexandre poursuit son but, s'entraîner pour les Jeux olympiques. C'est un but. Pour moi, je veux dire, la douleur, c'est secondaire. Au début, ça faisait hyper mal, puis je voulais rien savoir. Puis je me suis... Bien, tu te conditionnes à ça, puis tu te mets dedans, puis c'est une question de psychologie. Quand tu nages puis t'as mal, c'est juste comme nager plus fort, puis c'est comme oublier la douleur. C'est sûr que ça fait mal, mais il faut que tu vives avec ça. Pour Sylvain Lake, comme pour plusieurs autres coureurs de 400 mètres et de longue distance, les malaises apparaissent après la course. Ils prennent parfois des proportions à vous en couper le souffle. Pour moi, après les courses, je pense que j'ai couru une 150aine de 400 mètres en compétition en carrière, puis j'ai été malade à peu près 120 fois après l'épreuve. À chaque fois, je vomissais, des maux de tête effrayants, parce qu'on demande un effort quasi surhumain dans cette épreuve-là. Chez les gymnastes, les deux principaux effets de l'entraînement intensif sont le ralentissement de la croissance et le retard des caractéristiques sexuelles. Par exemple, les gymnastes ont leur première menstruation à l'âge de 17 ou 18 ans. Marie-Lou aura bientôt 11 ans. Elle s'entraîne depuis 5 ans et demi. C'est une favorite. Pour Marie-Lou, le seul problème, c'est d'organiser son temps. C'est faire l'école puis la gymnastique en même temps. Ce serait quoi l'idéal pour toi? Que je finisse plus tôt l'école. Les gymnastes et les marathoniennes seraient plus vulnérables au cancer à cause du retard de leur menstruation. C'est l'avis du docteur Guy Brisson, chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique. On croit que la meilleure protection chez la femme contre le cancer, que ce soit le cancer du col ou le cancer du sein, c'est d'être menstruée. Depuis 15 ans, le docteur Brisson étudie les effets de l'entraînement intensif sur le corps des athlètes. Les résultats des recherches dans ce domaine sont parfois surprenants. On a mesuré la densité du squelette de femmes s'entraînant de façon très intensive, de femmes de 25 ans en moyenne. Et ces femmes-là ont présenté un squelette qui frisait beaucoup plus la cinquantaine. En plus d'entraîner son corps, l'athlète doit aussi entraîner sa tête. Avec des techniques comme la méditation, l'athlète développe une image positive de lui-même. Il se voit vainqueur. Il visualise sa course, son mouvement, sa victoire. Sylvain Lake a participé à des séances d'entraînement mental. Pour lui, développer le côté psychologique de l'athlète, c'est très important. Malheureusement, ces techniques d'entraînement mental sont supervisés plus ou moins par des gens qui n'ont pas vraiment de compétences dans le domaine. Souvent, ce sont des entraîneurs qui s'improvisent, ce que j'appelle grand maître ou gourou, parce que, bon, ici, on n'a pas les moyens financiers d'avoir des psychologues ou des psychiatres pour travailler avec les athlètes. Tout comme l'entraînement physique, l'entraînement psychologique peut aussi avoir des effets dévastateurs. Se convaincre pendant des mois qu'on est un champion olympique et ne pas réaliser ce rêve, c'est un dur coup.
Chez certains athlètes, l'expérience s'est soldée par une dépression nerveuse et un séjour en institut psychiatrique. La tâche de l'entraîneur est extrêmement délicate. L'épanouissement de l'athlète dépend beaucoup de sa relation avec son entraîneur. Donc, on va fonctionner avec 2 quartiers au début, cette ligne-là, double groupé à la fin. Oui, OK, c'est bien. Oui, je les aime beaucoup, mes entraîneurs. Bien, la relation avec un entraîneur est quelque chose d'assez particulier. C'est comme une relation d'amoureux, si tu veux, parce que tu es tellement proche de ton entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est la seule personne dans toute ta vie qui partage à 100% tes buts. Parce que si toi, tu réussis, lui, il réussit aussi. De cette façon-là, quand tu as une relation avec un entraîneur, c'est super fort. Derrière cet ami, ce confident, cet éducateur se cache trop souvent un entraîneur à la formation inadéquate. Il faut être vigilant. L'entraîneur a une grande influence sur l'athlète. Il peut aussi représenter une grande source de pression. Kathy Ormsby, une championne américaine de course de 10 000 mètres, a succombé à la pression. En juin 1986, pendant une course importante, Kathy quitte la piste, sort du stade. Sans arrêter de courir, elle s'approche d'un pont. D'un geste désespéré, Kathy Ormsby, 20 ans, se jette dans le vide. Kathy reste paralysée. Elle ne marchera plus jamais. Quand les journalistes l'interrogent après la tragédie, elle déclare « Je me sens mieux maintenant. Je n'ai plus de pression. » Bien, les sources de pression sont très nombreuses pour les athlètes. D'abord, il y a toujours la pression que les athlètes s'imposent eux-mêmes, dans le sens qu'il y en a qui ont l'impression que s'ils ne performent pas, c'est la planète tout entière qui va s'effondrer ou qui va avoir un malheur planétaire. Il y a aussi la pression, évidemment, des médias, il y a la pression du public. Mais je pense que la plus grande source de pression pour la majorité des jeunes athlètes, ce sont les parents. Si tu es super fier de ton jeune, la première question que tu fais quand il arrive, puis quel temps t'as fait? Ah oui, t'as fait moins bon que l'autre fois, comment ça se fait? Tu sais, tu t'en rends pas compte, mais avec le recul, tu te dis oui, c'est une forme de pression, c'est bien sûr. Mais ça, tu peux pas t'en sortir, c'est absolument normal, je pense, qu'il y a des parents, mais c'est une certaine forme de pression. Comme plusieurs parents d'athlètes, la mère de Sylvain Lake considère qu'il est impossible de ne pas exercer de pression sur son enfant. Éric a 14 ans. Il s'entraîne depuis 8 ans. Pour lui, la situation est parfois difficile. J'ai pas l'impression que mes parents m'imposent trop de pression, mais des fois, j'aimerais bien leur dire qu'ils arrêtent de me pousser. Des fois, ils me poussent trop fort. Des fois, j'aimerais ça leur dire qu'ils arrêtent parce que c'est trop imposant. Pourquoi tu leur dis pas? Ben, je leur dis pas à mes parents parce que peut-être la gêne ou j'ai peut-être un petit peur de leur dire, je sais pas. Selon l'entraîneur Bernard Petiot, la pression oblige les athlètes d'élite à être des super enfants. Nos athlètes doivent, d'une part, cumuler des études, donc se comporter en bon étudiant. D'autre part, cumuler une vie active et sociale à la maison, donc se comporter en bon enfant. Et en plus, se comporter en bonne gymnaste. Donc, ce sont des enfants qui sont appelés à performer, si vous voulez, sur tous les plans. Parce qu'on ne leur donne pas beaucoup d'espace. Et je pense que, vu de cette façon-là, oui, il y a beaucoup de stress. Effectivement, en plus de s'entraîner, il faut étudier. Pour Sylvain, les études, c'est important, même si combiner université et entraînement, c'est une source de stress supplémentaire. Une gymnaste ne prend pas sa retraite à 65 ans, mais bien à 16, 17 ou 18 ans. Il faut donc penser dès le début à planifier une seconde carrière. Malheureusement, plusieurs athlètes ne le font pas. Alain Lampron est étudiant en maîtrise à l'Université de Montréal. Le sujet de son mémoire, c'est la retraite chez les athlètes. Même si on en parle de plus en plus, la retraite pour un athlète, c'est toujours une épreuve difficile à vivre. C'est pas nécessairement difficile pour tous les athlètes de prendre sa retraite. Par contre, pour tous les athlètes, il y a quand même une certaine période où il y a un sentiment de perte, de vide. Alain Lampron distingue deux types de retraites. Il y a d'abord la retraite volontaire. C'est le cas, par exemple, de Sylvie Bernier. Elle a atteint ses objectifs et a planifié sa retraite. Malheureusement, la retraite volontaire chez les athlètes, c'est très rare et souvent réservé aux gagnants. À côté de ça, tu as des formes de retraite qui peuvent nous sembler volontaires, mais c'est des retraites involontaires camouflées.
L'athlète subit tellement de pression de la part des autres joueurs, des entraîneurs, il performe plus autant que ça, que finalement, il n'a pas le choix de se retirer. Si on regarde Guy Lafleur, ça a été un très bel exemple. Il a annoncé sa retraite de lui-même, mais on a vu par la suite qu'il n'a pas pris de lui-même vraiment de façon là, volontaire, tout à fait. Après la retraite, certains athlètes tombent dans l'alcool, la drogue. Plusieurs traversent des problèmes familiaux. Certains pensent même au suicide. Tout ça parce qu'ils ont tout sacrifié pour le sport. En 1988, Sylvain Lake arrête de s'entraîner. Pour lui, le plus difficile, c'est de ne plus faire de compétition et de voyage. C'est aussi de redevenir monsieur tout le monde. Du jour au lendemain, tu deviens nobody. Bon, pour le peu de gloire qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas vraiment suivi par les médias, mais quand même, on est dans le milieu, on est connu, puis là, du jour au lendemain, tu tombes, que tu vas à l'université, tu assistes à tes cours, puis t'es n'importe qui, puis ça aussi, c'est difficile un peu. Pour un athlète sans instruction et sans médaille d'or olympique, se trouver un emploi, ce n'est pas facile. Passer 10 ans de sa vie à essayer de courir ou de nager toujours plus vite, ça ne donne ni expérience de travail, ni diplôme. Mais existe-t-il une solution pour ces athlètes? Il faudrait vraiment leur permettre, leur donner la chance de devenir le plus autonome possible, que ça ne soit pas un handicap une fois que la carrière athlétique est terminée, d'avoir investi tant d'années dans le sport. Puis probablement qu'à partir du moment où on pourra considérer les athlètes comme des êtres humains à part entière, bien, même l'envers de la médaille pourra briller d'un meilleur éclat. Je pense que le sport, c'est très sain, c'est très bon. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un individu, sauf qu'on est tombé dans l'abus, on est tombé dans l'excès. Puis aujourd'hui, on fait du mauvais sport. On fait du sport qui n'est pas profitable aux jeunes. Qu'à partir du jour où les jeunes vont vraiment faire du sport dans des normes saines, moi, je suis à 100% en faveur du sport et je prône le sport. Je veux que le sport soit populaire, mais je veux pas qu'on tombe dans les excès. Ce que je dénonce, c'est pas le sport, ce sont les excès. Je pense que la machine humaine ne peut faire autre chose que faire du sport. OK? Et je pense qu'elle peut bien faire autre chose tout en étant sportive. Il faut que je me classe aux sélections olympiques. Est-ce que tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Depuis le tournage de ce reportage, Sylvain Lake a repris l'entraînement. Il veut se rendre aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Comme vous pouvez le voir, malgré 10 années d'entraînement, malgré une bonne centaine de médailles et quelques records, Sylvain a été incapable de tourner le dos à ce qu'il a lui-même baptisé le cauchemar olympique.